Madame, Monsieur, bonsoir. Au jour J-29 pour la campagne de l'élection présidentielle, deux des principaux candidats, M. Giscard d'Estaing et M. Georges Marchais, s'adressaient aux jeunes. Le premier, M. Giscard d'Estaing, se trouve encore en ce moment même à la porte de Pantin, où il vient officiellement de présenter ses mesures pour l'emploi. Sur place, Paul Amar. Le candidat Giscard souhaitait que son premier meeting soit consacré aux jeunes, souhait exaucé. L'avenir et l'emploi des jeunes constitueront l'engagement central de ma campagne, avait-il dit à plusieurs reprises, et c'est précisément pour leur donner confiance qu'il a voulu d'abord rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui se sont distingués et qui ont réussi. Une rencontre symbolique avec des champions, des écrivains, des musiciens et des élus. Mais pour les organisateurs, ce premier meeting ne devait pas se limiter à une photo souvenir avec quelques vedettes. Ils ont voulu prouver que le candidat Giscard suscitait un véritable enthousiasme chez les jeunes. Le cadre et l'ambiance s'y prêtaient. 3 chapiteaux, des milliers de jeunes et un mur d'images destiné à chauffer la salle. Autrement dit, une série de photos illustrées par une musique endiablée et constituant en quelque sorte un hymne à la joie, un hymne à la gloire du candidat Giscard. Oui, tout de suite un premier extrait du discours de M. Giscard d'Estaing qui a, un peu comme au théâtre, frappé lui-même les 3 coups d'ouverture de sa campagne de meeting à travers la France. Ma campagne est ouverte. Ma campagne est dédiée à l'avenir de la France. J'ai été élu par les Françaises et par les Français en 1974. On peut donc me juger sur pièce. Et je ne renie rien de ce qui a été fait de 1974 à 1981. Je vous avais fait une promesse, celle du vote à 18 ans. Je l'ai tenue. Et j'avais fait une autre promesse, l'amélioration du sort des personnes âgées en France. Elle a été réalisée. Il y a ainsi, aux 2 extrémités de la société française, des millions de témoins, les jeunes et les personnes âgées, pour montrer que les promesses ont été tenues. Devant les jeunes, M. Giscard d'Estaing présentait donc son plan pour l'emploi, sur lequel nous allons revenir en détail, mais avant, dressant le bilan de son action, il a tenu à rappeler que la France se trouvait en bonne position dans la compétition internationale. M. Giscard d'Estaing. La France compte parmi les quelques pays du monde qui ont les meilleures chances de développement. La 3e révolution industrielle, la plus puissante de toutes, puisqu'elle libère l'homme de la matière et qu'elle accroche sa prospérité à son intelligence. Cette révolution de l'électronique, de l'atome, de la robotique, de la biologie, transformera la puissance relative des États. Seuls 4 ou 5 pays dans le monde disposent des savants, des ingénieurs et des techniciens capables de maîtriser et de développer ces sciences. Et la France est l'un de ces pays. Nous l'avons systématiquement placé en tête. Et je le dis à ceux qui me paraissent souffrir d'une maladie qui est la perte de mémoire pendant 7 ans. Dans mon septennat nouveau,
la priorité sera celle de la jeunesse. La jeunesse, c'est-à-dire son éducation, sa formation professionnelle et son emploi. Aujourd'hui, je m'engage à ce que soit offert par priorité aux jeunes autant d'emplois ou de postes de formation qu'il arrivera de jeunes sur le marché du travail. Dans le détail donc maintenant, ce plan de M. Giscard d'Estaing qui a pour objectif la création d'1 million d'emplois d'ici à 1985. Il se décompose ce plan en 7 mesures principales que nous détaille Patricia Charnelet. Première condition, accroître l'indépendance énergétique de la France. Deuxième condition, rendre les entreprises plus compétitives avec le développement de la recherche scientifique et technique et la suppression complète du contrôle des prix. La première des actions, c'est le développement de la formation professionnelle. Tous les jeunes qui s'orientent vers la vie active recevront une formation pratique en entreprise. Deuxième action, encourager le départ des travailleurs immigrés. Ainsi, le montant de l'aide individuelle au retour, qui est versé actuellement par l'État, sera augmenté. Troisième action, favoriser l'accès anticipé à la retraite ou à la pré-retraite. L'âge limite de la pré-retraite sera temporairement abaissé à 58 ans. Cela concerne 360 000 salariés qui sont âgés actuellement de 58 et 59 ans. Les obstacles juridiques ou économiques qui freinent également le recours à la pré-retraite seront supprimés. Et puis les départs anticipés des fonctionnaires seront possibles dans certaines conditions dès 55 ans. Quatrième action, transformer l'aide au chômage en aide à l'emploi. Un exemple, lorsque des chômeurs seront embauchés par une entreprise, ils continueront de percevoir une partie de leur indemnité, les entreprises n'auront alors à leur verser qu'un salaire partiel. Cinquième action, il s'agit de poursuivre l'élimination des obstacles à la création d'emplois avec la réduction des seuils sur les charges fiscales et sociales des petites entreprises. La sixième action concerne une nouvelle organisation du travail, le but étant de doubler le nombre de salariés qui travaillent à temps partiel d'ici 1985. Pour cela, une aide pourra être accordée aux entreprises du secteur privé et dans la fonction publique, les demandeurs du temps partiel seront satisfaits dans la limite de 10% des emplois existants. Les partenaires sociaux seront par ailleurs invités à aboutir avant l'été prochain à un accord sur la réduction du temps du travail. Septième action enfin, il s'agit de veiller au bon fonctionnement du système d'indemnisation. Le contrôle sera renforcé pour déceler les abus et les cumuls. Maintenant, les réactions à ces propositions de M. Giscard d'Estaing et celles d'abord des partis politiques et des candidats à l'élection présidentielle. Lorraine Cusin. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Valéry Giscard d'Estaing explique comment vaincre le chômage, il aurait pu y penser plus tôt. Georges Sarr, il s'agit d'un plan Valium destiné à endormir l'opinion publique française. Alain Juppé, porte-parole de Jacques Chirac, les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing constituent un programme de stérilité et de faillite, car il se borne à préconiser la poursuite de la politique menée depuis 5 ans. La CFDT estime que le président découvre le chômage parce que sa réélection n'est pas assurée, en oubliant que pendant son mandat, le nombre des chômeurs est passé de 600 000 à 1 600 000. La CGT écrit que les propositions de M. Giscard d'Estaing sont une incongruité et qu'elles annoncent la répartition du chômage et non du travail. Force ouvrière de son côté exprime ses réserves. André Bergeron, qui est aussi président de l'UNEDIC, l'organisme qui verse les indemnités de chômage, est intéressé par la création d'un certain nombre d'emplois, mais s'inquiète devant un système qui reviendrait à subventionner l'industrie par le canal de l'UNEDIC. La CFTC affirme qu'il faudrait un effort beaucoup plus important de création d'emplois. Enfin, la FEN, la Fédération de l'éducation nationale, estime que le président propose une formation professionnelle bidon émanant directement du patronat. Et puis toute dernière réaction en date, celle de M. Georges Marchais cet après-midi à la Bastille, où lui aussi s'adressait aux jeunes. Nous allons y revenir, mais avant cela donc, sa réponse au plan de M. Giscard d'Estaing. M. Georges Marchais. En bref, ce plan Giscard, ce n'est pas le plan des jeunes, c'est le plan des patrons. C'est l'organisation encore plus poussée du chômage. C'est du super bas, c'est-à-dire, au bout du septennat,
3 millions et plus de chômeuses et de chômeurs, comme le prévoit déjà le 8e plan. Vous le voyez, Giscard d'Estaing ne résoudra aucun de vos problèmes. Non, il ne fera qu'aggraver sa politique, parce que les maux dont vous souffrez et dont souffre le pays ne doivent rien au hasard, à la fatalité, à l'incapacité, à l'erreur. Non, Giscard d'Estaing n'a pas échoué. Il ne s'est pas trompé. Le chômage, il l'a voulu. L'intérim, il l'a voulu. La vie chère, il l'a voulu. L'école inadaptée, la cité ghetto, le village désert, les rêves piétinés et la drogue, il les veut. Le Parti communiste organisait donc cet après-midi un meeting pour les jeunes, place de la Bastille à Paris. Meeting précédé d'un défilé qui avait démarré en début d'après-midi, place de la République. Sur place, Bruno Albe. Partis d'une dizaine de points de rendez-vous disséminés dans la capitale, les jeunes qui ont répondu à l'appel de Georges Marchais commencent à affluer place de la République. Plusieurs cortèges convergent, ils viennent de la région parisienne, mais de nombreuses délégations des mouvements régionaux de la jeunesse communiste ont fait le voyage à Paris pour être présents à ce rassemblement, travailleurs manuels, intellectuels et de nombreux jeunes au chômage. La manifestation qui prend ensuite la direction de la place de la Bastille va durer plus d'1 heure et longtemps après que la tête du cortège soit arrivée à la Bastille, les derniers participants au défilé n'avaient toujours pas quitté la République. Selon les responsables du Parti communiste français, ce sont 70 000 jeunes qui ont ainsi participé à ce rassemblement autour de Georges Marchais, dans le lieu de la capitale qui symbolise la lutte pour la liberté. C'est là, sous le génie de la Bastille, brandissant pour la circonstance le drapeau rouge, que le candidat communiste a désigné à la jeunesse un objectif à son combat. Il y a à notre époque une nouvelle révolution française à faire, une nouvelle république à instaurer, et pour cela, une nouvelle Bastille à abattre. Ces murailles sont hautes, ces défenseurs hargneux. Et puis après, vous êtes jeunes, nombreux, inventifs, et nous sommes avec vous. Alors, montons à l'assaut pour que ça change, avec la conscience que rien ne peut changer si on ne s'attaque pas à la Bastille du capital, avec la conviction qu'il faut et qu'on peut l'abattre. Noël Copain, après toutes ces déclarations, ces réunions publiques de cet après-midi, on comprend mieux l'intérêt des candidats à l'élection présidentielle pour la jeunesse. D'abord parce que c'est la première fois que les jeunes de 18 à 21 ans voteront, et ensuite parce qu'ils sont tout de même assez nombreux. Combien exactement? Bien oui, selon les sources, les chiffres varient un peu, mais on peut dire qu'il y a environ 8,5 millions de jeunes qui ont aujourd'hui entre 18 et 27 ans, c'est-à-dire de jeunes qui sont aujourd'hui en âge de voter, alors qu'ils n'avaient pas voté en 1974. Mais il faut ajouter aussi, je pense que ces jeunes sont relativement peu politisés. Ainsi, par exemple, on estime que plus d'un tiers d'entre eux ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, et on sait aussi que traditionnellement, c'est parmi les jeunes que l'on trouve le plus d'abstentionnistes. Quant aux tendances politiques, eh bien, un sondage réalisé par l'IFOP et que va publier Le Point donne un certain nombre d'indications et montre en particulier que les jeunes sont prêts à voter plus à gauche que leurs aînés. Au second tour, selon ce sondage, 57% d'entre eux voteraient pour François Mitterrand contre 43% pour Valéry Giscard d'Estaing. Et à gauche, les préférences des jeunes
jeunes pour François Mitterrand par rapport à Georges Marchais sont nettement plus marquées que les préférences de leurs aînés, mais il faut ajouter que ces jeunes sont également beaucoup plus tentés que leurs aînés par un vote en direction de l'extrême gauche. Valéry Giscard d'Estaing et Georges Marchais, bien sûr, ne connaissaient pas ce sondage, et je pense qu'ils n'ont pas organisé ces meetings en se basant sur des sondages, mais on voit bien l'intérêt qu'ils avaient l'un et l'autre à des rencontres de cette nature. Il n'y a pas que les tendances politiques des jeunes, il y a aussi leurs préoccupations du moment. Oui, alors là, un autre sondage est intéressant, c'est le sondage réalisé par l'IFRES pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ce sondage montre déjà que 72% des jeunes considèrent que leur place est insuffisante dans la société, et puis pour 48% d'entre eux, le chômage est le premier des plus graves problèmes pouvant mettre la société en péril. Vous le voyez, les jeunes ne sont pas seulement un enjeu électoral, leurs préoccupations sont sérieuses, ces préoccupations rejoignent les préoccupations fondamentales de la société française, et il n'est pas étonnant qu'elles se trouvent également au cœur de la campagne présidentielle. La campagne encore. Monsieur Michel Debré, devant ses comités de soutien, il n'y a pas de politique de gauche ou de droite contre le chômage ou la hausse des prix, il y a le salut de la France. Monsieur Debré estime être le seul candidat qui appelle les Français au redressement de leur pays. Jacques Chirac, hier soir à Strasbourg, en politique étrangère, propose une première aide des municipalités françaises, aide urgente à la Pologne, et à propos de l'Europe, une réflexion sur une remise en ordre du traité de Rome. À Marseille, monsieur Jean-Claude Delarue, candidat écologiste, avoue qu'il n'aura pas sans doute le nombre de signatures nécessaires pour se présenter à l'élection. La CGC, la Confédération Générale des Cadres, ne présentera finalement pas de candidat à l'élection présidentielle, mais elle dénonce l'intransigeance du gouvernement et du patronat. Enfin, la Fédération de parents d'élèves Andrieux, ex-Fédération Cornec, dresse un bilan négatif du septennat de M. Giscard d'Estaing en matière d'éducation. Et puis, parallèlement à la campagne, les motards ont manifesté cet après-midi contre la vignette qui leur est imposée à partir de cette année. Partis de la Tour Eiffel, ils ont ensuite rejoint les grands boulevards pour y dérober la statue en cire de M. Giscard d'Estaing, exposée au musée Grévin, pour ensuite gagner la porte de Pantin où se tenait la grande réunion pour la jeunesse avec, là, le véritable M. Giscard d'Estaing en chair et en os et quelques accrochages avec la police mais sans gravité. Autre manifestation à Paris, quelques centaines de personnes appartenant au comité de coordination antinucléaire de l'Île-de-France ont défilé à l'occasion du 2e anniversaire de l'accident de la centrale nucléaire de 3 Mile Island aux États-Unis. Jean-Paul II, au primat de Pologne, le cardinal Wyszynski, je prie pour que l'on arrive à un accord entre le gouvernement et le syndicat Solidarité. Un message qui reflète l'inquiétude internationale à propos des événements de ces dernières heures en Pologne. Les négociations réouvertes ce matin ont finalement été ajournées jusqu'à lundi. C'est la preuve que la réunion du comité central du Parti ouvrier unifié polonais, qui aura lieu demain, risque d'être décisive pour la suite. Serge Misret. 13h ce matin au Palais Radziwiłł à Varsovie. La réunion entre le syndicat Solidarité et le gouvernement commence enfin. Lech Walesa, qui emmène la délégation syndicale, rencontre M. Rakowski, vice-premier ministre. Au nom de Solidarité, il demande la reconnaissance des syndicats paysans, l'accès à la radio et à la télévision, le châtiment des responsables de la répression de Bydgoszcz. Mais Lech Walesa, comme Islav Rakowski, savent bien que cette rencontre, même si elle est détendue, n'est qu'un entracte. Aussi décide-t-il de se retrouver lundi. Les choses sérieuses, c'est pour demain. Demain se réunit le comité central du parti qui dira si l'équipe modérée Kania Jaruzelski doit être ou non reconduite. Monsieur Rakowski, qui assistera à cette réunion cruciale pour l'avenir du pays, s'est d'ores et déjà engagé. Il a déclaré aujourd'hui « Il faut modifier le système socialiste et engager le pays dans une voie nouvelle, mais il faut aussi se méfier des extrémismes. » Deux dernières informations à propos de la Pologne qui auront peut-être leur importance dans l'avenir. On vient d'apprendre qu'une partie des troupes du pacte de Varsovie, qui manœuvrent toujours en territoire polonais depuis plus d'une semaine, ont été remplacées par des unités nouvelles. L'information vient d'une agence de presse de l'Allemagne de l'Est. Et puis, cette nuit, l'aéroport de Varsovie et l'espace aérien polonais seront interdits à la circulation aérienne pendant 5 heures, sans que l'on sache exactement pourquoi. En France, d'abord une tragique avalanche. C'est sous une énorme coulée de neige au pied du col de Trièves, dans le massif de la Vanoise, que les secouristes de la gendarmerie ont dégagé ce matin le corps de 7 des 9 randonneurs emportés hier par une avalanche dans l'un des passages les plus délicats de cette classique de la haute montagne. Les recherches se poursuivent car il manque encore 2 skieurs qui faisaient partie de ce groupe. Le groupe comptait en effet 7 touristes parisiens, dont 2 femmes, plus 2 guides qui devaient assurer la sécurité du groupe.
Ce nouveau drame de la montagne a donc eu lieu hier et l'on ignore encore ce que sont devenues les 2 personnes manquantes. Une autre catastrophe ferroviaire, celle-là qui a été évitée grâce à un miracle près de Tonnerre sur la ligne entre Paris et Lyon cette nuit. Oui, on a frôlé une véritable catastrophe la nuit dernière près de la gare de Tonnerre où le rapide Paris-Naples a percuté à 160 km/h une voiture immobilisée au milieu d'un passage à niveau désaffecté. Le choc a été tel que 12 des 14 wagons du convoi sont sortis des rails et que l'un d'entre eux s'est presque couché sur la voie. Par miracle, il n'y a eu que quelques blessés légers parmi les voyageurs. Quant au jeune automobiliste victime d'une fausse manœuvre et qui n'avait pas eu le temps de s'extraire de sa voiture, il a été tué sur le coup. Cet accident spectaculaire a perturbé le trafic toute la journée sur la ligne Paris-Lyon, mais dès demain matin, la circulation normale devrait être rétablie. Enfin, on a eu beaucoup de chance aussi à Chantenay, dans la banlieue de Nantes, où une explosion de gaz a fait sauter hier soir l'un des immeubles d'un ensemble HLM. 8 appartements ont été entièrement détruits et 15 autres sérieusement endommagés. Mais il n'y a pas eu une seule victime, un miracle, disent les habitants. Les enquêteurs pensent qu'une poche de gaz s'est formée dans l'un des appartements et que l'étincelle responsable de l'explosion a pu provenir d'une horloge électrique. On estime à 10 millions de francs le montant des dégâts. 80 locataires passeront encore cette nuit à l'hôtel ou chez des amis. 2 ans de prison avec sursis pour M. Barthélémy Béranger, jugé par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le meurtre d'un voleur qui s'enfuyait au volant d'une voiture après lui avoir dérobé des dalles de ciment. Mais en fait, ce que certains voulaient juger à travers cette affaire, Paul Lefebvre, c'est la légitimité de l'autodéfense. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce procès qui s'est terminé, vous l'avez dit, par un verdict de moyenne mesure. Je vous rappellerai brièvement les faits. Le 24 janvier 80, à Aubagne, vers 20h, Barthélémy Béranger, garagiste, marié, 47 ans, 2 enfants, s'était rendu compte que quelqu'un, une nouvelle fois, volait des matériaux des dalles de ciment dans son chantier. Il s'est précipité, et dans le petit chemin qui redescendait de sa propriété, il s'est trouvé face à face à une voiture. Alors, il s'est sans doute cru menacé. La voiture est passée devant lui et il a tiré par 2 fois lorsque la voiture s'éloignait et il a tué le voleur d'une balle dans la nuque. Alors, l'avocat général qui a fait ce matin un remarquable réquisitoire de modération a dit on ne peut pas arguer de la légitime défense devant un cadavre touché dans le dos, on ne tire pas sur un danger qui s'éloigne. Je réclame une peine de principe. Ils s'en fixaient d'ailleurs la peine. Alors les avocats de la victime ont dit tout de même, quand on tire, on sait qu'on risque de tuer, il aurait pu tirer dans les pneus ou tirer en l'air. Non, il a condamné à mort un chapardeur. Alors en réalité, Barthélémy Béranger, qui est un brave homme, il est celui dont on dit à Aubagne que sa voiture ne lui appartient pas, elle appartient à tout le monde. Il est aussi celui dont on dit qu'il tend la main à tous ceux qui en ont besoin. Les avocats de la défense ont réussi à dessiner de cet homme le portrait d'un homme exaspéré par un certain nombre de vols, par une atteinte à sa propriété, mais surtout par le fait que c'était le fruit de son travail, ses privations, ses économies, sa vie en quelque sorte, et l'espoir il construisait ce garage pour que ses enfants puissent travailler. Un homme un peu rigide dans ses principes, accroché à un certain nombre de valeurs. En tuant son voleur, il a voulu en quelque sorte tuer tous les voleurs du monde. Alors ces avocats ont très habilement cherché l'acquittement, mais les jurés ont préféré tout de même sanctionner le coup de feu et aussi le coup de malchance. Alors Barthélémy Béranger est libre ce soir, il est à Aubagne, il est libre, mais je ne sais pas s'il va retoucher avant longtemps à son fusil. En bref encore, très peu de quotidiens régionaux aujourd'hui, mis à part dans le Nord, en Normandie et à Marseille, en raison d'une grève de 24 heures observée par les ouvriers du livre CGT. Leurs revendications portant sur des problèmes de salaire principalement. Intervention de la police ce matin à Paris contre 2 radios privées dont le matériel a été saisi. Détournement d'avions en série, un avion indonésien immobilisé à Bangkok, en Thaïlande, par des activistes musulmans de l'île de Sumatra qui demandent la libération d'une vingtaine de prisonniers politiques détenus en Indonésie. Puis sur l'aéroport de Managua, au Nicaragua, c'est un avion d'une compagnie du Honduras qui est bloqué par des pirates de l'air honduriens dont on ne connaît pas exactement les revendications. Le tiercé, Pierrette Bresse, demain dans le prix du président de la République, qui n'a rien à voir avec la campagne présidentielle. Non, évidemment. Le prix du président de la République, c'est l'épreuve classique qui termine en beauté les dimanches à Auteuil, avant la réouverture de Longchamp dimanche prochain. C'est une course difficile et très sélective. Un match qui oppose les vieux chevaux confirmés aux jeunes steeplechasers, c'est difficile à dire, oui, de talent. Vous avez passé la haie. Voilà. Ils devront parcourir 4700 mètres en sautant tous les plus gros obstacles d'Auteuil. Alors il y aura 27 partants, c'est une sorte de record en obstacle, mais cela se comprend puisque 500 000 francs de prix sont offerts aux gagnants. André Fabre, l'un des entraîneurs de talent, peut avoir une chance avec l'un de ses 3 représentants que nous allons voir maintenant.
Petit Fontaine, c'est un cheval qui est très connu, il vient de courir le Murat. Il a l'honneur de porter le top weight de la course, qui est à 73 kg. Enfin, c'est un cheval qui est en pleine condition et je crois qu'un cheval d'obstacle peut porter ce poids-là. Et ensuite? Alors ensuite, j'ai Hippie, qui est le cheval que je tiens en main, qui a 69 kg. C'est un cheval qui a déjà gagné le Montgomery, un tiercé donc. C'est un cheval qui est très bon, mais qui est excessivement difficile à monter. Pourquoi? C'est un cheval qui est très allant, qui tire comme une brute, qui a un peu peur de la main de l'homme. Et si vous voulez, il faut que son jockey puisse le décontracter dans le parcours. Sans ça, il finira pas la course. Alors tout est fonction de la façon dont il est monté. Ensuite, j'ai Azmi, qui a fait sa rentrée il y a 15 jours maintenant, qui est un cheval peut-être moins confirmé que les autres, mais qui a déjà gagné 3 cycles à Auteuil. C'est un cheval qui a de la classe, qui a des gros moyens, cheval de terrain lourd. Je pense que c'est une chance régulière. Bon, et Série Martin aussi, qui est un cheval de terrain lourd. Pour Série Martin, c'est un peu, si vous voulez, un coup de poker que je tente, parce que c'est un cheval qui est relativement inexpérimenté sur ce type. Il a gagné déjà 2 fois Auteuil, mais sur des parcours réduits. Mais c'est un cheval qui a une qualité intrinsèque supérieure aux autres chevaux. Et il manque pas de moyens, il manque pas d'école, il manque surtout un peu de confiance sur les obstacles. Hein. Mais je compte sur Alain Cholet pour s'en servir au mieux, et à ce moment-là, il peut battre tout le monde. Dans ce prix du président de la République, il n'y a pas vraiment un grand favori qui se détache, et dans une course aussi difficile, tout peut arriver. Voici donc la sélection que je vous propose. Hippie 2, le numéro 3, Étang Duval, le 15, Jean Lys, le 11, Miroulemont, le 6, Azmi, le 4, Bataval, le 22, Hartfern, le 13, et Tinuvin, le numéro 8. Le résultat des courses demain soir. En sport encore, Jean-Pierre Jabouille a finalement renoncé au Grand Prix automobile du Brésil, gravement blessé en septembre dernier. Vous vous en souvenez, il avait pourtant participé aux essais, ce qui marquait son grand retour à la compétition. C'est Jean-Pierre Jarier qui le remplacera finalement au volant de la deuxième Ligier. C'est le Brésilien Nelson Piquet sur Brabham qui partira en tête devant le Français Alain Prost sur Renault, lui. Bernard Hinault, première victoire de la saison au sprint et dans la première étape du Critérium international de la route qui se termine demain. L'heure d'été, justement, c'est pour demain, ou plutôt cette nuit, à 2h du matin. Il vous faudra avancer votre pendule ou votre coucou, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de vous lever à 2h du matin quand même, vous pouvez attendre demain matin. Cette mesure, plus sérieusement adoptée cette année pratiquement dans toute l'Europe, a surtout pour but d'économiser l'électricité. Par exemple, en France, ça permet d'économiser la consommation annuelle d'une ville comme Lyon. Ce n'est pas rien, surtout en ce moment et au prix où est le pétrole. Mais attention, l'heure d'été, cela ne veut pas dire le temps de l'été, car nous ne sommes qu'au début du printemps, Alain Gillot-Pétré. Et oui, le début du printemps, et vous allez voir que dimanche sera gris et lundi sera plus frais. En tout cas, samedi était doux, vous l'avez tous constaté. Regardons les températures qu'il faisait à 13h dans toute la France, largement au-dessus de 15 degrés dans beaucoup de régions, sauf peut-être dans le sud-ouest où il faisait un petit peu plus frais. Au-dessus de la normale saisonnière, à Paris il faisait 19 et d'habitude il fait 13. Tout de suite, la prévision pour demain, une ligne de nuages traversant notre pays d'ouest en est, accompagnée localement d'orages, de pluie et beaucoup de nuages, avant des éclaircies et après des éclaircies. Pour lundi maintenant, en toute région, temps variable, avec encore quelques averses résiduelles, peut-être quelques orages, des éclaircies, des nuages, et vous le voyez, du vent de nord-ouest modéré près des côtes de l'Atlantique et de la Manche, Mistral, près dans la vallée du Rhône. Les températures prévues pour demain, d'abord au nord et à l'est du pays, températures minimales seront à gauche, les températures maximales à droite pour Lille, Reims, Paris, Saint-Malo et Mulhouse, d'où le matin chaud l'après-midi. Au centre, même type de température pour Auxonne, Issoudun, Limoges, Clermont et Lyon. 7-8 le matin, 18 à 20 l'après-midi. Au sud, maintenant, Agen, Montélimar, Marseille, Hendaye et Bastia, tiède le matin et chaud l'après-midi. Notre agenda en deux parties, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. D'abord, le soleil. Le soleil pour demain, les heures de lever et de coucher en temps universel plus 2, c'est-à-dire l'heure d'été, 7h36 le matin, 20h15 le soir. Vous voyez que vous aurez davantage de jours, ce qui économisera du pétrole. Enfin, demain c'est la Sainte Gladys, et si vous aimez la Lune, eh bien regardez-la, elle est dans son dernier quartier ce soir. Et c'était mon dernier mot. Merci Alain Gillot-Pétré. Moi j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais qu'il n'est pas besoin d'écouter toujours Alain Gillot-Pétré, il n'y a qu'à regarder la couleur de sa pochette. Quand elle est jaune, c'est qu'il va faire beau, et quand elle est grise, comme aujourd'hui, c'est qu'il ne va pas faire très beau. Voilà, le dernier journal, c'est environ de 23h, il sera présenté par Hervé Claude. Demain, l'invité d'Antenne de Midi, ce sera monsieur Jean-François Revel, le directeur de l'Express. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir, à demain.